La maison de production audiovisuelle Cordia a fait exploser l'Institut français camerounais de Douala lors de la soirée de la présentation de son tout premier court-métrage. Cette magnifique soirée a été placée sous le signe de la relève, l'endurance et la persévérance dans un métier qui se meurt au Cameroun. Au menu, le dévoilement du projet du Congo Pipa Ouagadougou 2019, mais surtout la sortie officielle du court-métrage Le Prince de Genève du réalisateur Michel Kouyaté. Les gens devraient faire quand même des efforts pour encourager ce métier. C'est l'occasion vraiment là de dire un gros merci à mon producteur, à ma productrice, qui a mis tous les moyens pour que ce film se fasse au budget d'un long métrage. La projection du film fut très émouvante sur les ovations du public venu nombreux. On voit un cinéma de qualité, comme on aurait aimé voir depuis plusieurs années au Cameroun. Insatisfait des acteurs. Je suis satisfait par rapport au film. On a fait un petit film qui a eu déjà dès la première diffusion, je pense que les choses ont été bien aménagées pour qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant, quoi. Après plus de 3 heures d'horloge, les organisateurs ont invité tous les acteurs et techniciens pour clôturer en beauté avec les photos de famille. À noter, la cérémonie d'ouverture organisée à l'IFC a réuni autour de Marie-Christine Wapsom de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le délégué régional du ministère des Arts et de la Culture et un des icônes du 7e art camerounais du Congo Pipa, le père de Munamoto. La promotrice a appelé de tous ses voeux la floraison et la rouverture des salles de cinéma dans les pays africains, notamment au Cameroun, afin que les réalisateurs et producteurs africains puissent montrer leurs films à leur public. À quelques mois de la tenue des provinciales en air des Congo, les candidats en course pour les élections se sont officiellement fait connaître ce week-end. Les regroupements de la majorité et de l'opposition ont déposé les listes de leurs candidats respectifs aux élections provinciales prévues pour le 23 décembre prochain. À Kinshasa, les bureaux de la commission électorale ont fermé en début de soirée dimanche en raison de l'affluence au 14e et dernier jour de l'opération de dépôt des candidatures pour les provinciales. À Bukavu, dans le sud Kivu, aucun regroupement n'a déposé sa liste des candidats aux élections provinciales. Les délégués se sont contentés de prendre des jetons promettant de s'exécuter au plus tard mardi. À Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, le chef local de la CENI a déclaré avoir accordé 48 heures supplémentaires aux retardataires à qui des jetons ont été remis pour qu'ils introduisent leur liste des candidats. Plusieurs listes ont déjà été déposées depuis l'ouverture des bureaux d'enregistrement le 25 juin. Même Senam Bandaka, dans l'Équateur au nord-est, à Kisangani, dans la province de Topo, et à Goma, dans le nord Kivu. Des délégués qui attendaient encore se sont vus remettre des jetons par des agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La Tunisie a rendu hommage ce lundi aux 6 membres des forces de sécurité tués ce dimanche lors d'une attaque djihadiste. Cette attaque, la plus sanglante depuis la série d'attentats ayant frappé le pays entre 2015 et 2016, a été revendiquée par une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui affirme avoir réussi à saisir des armes. La cérémonie d'hommage a eu lieu sur une base de la Grande Nationale Alaouina, près de Tunis, en présence du ministre de l'Intérieur par intérim, Ghazi Djeribi, et du commandant général de la Garde nationale. Les 6 agents de la Garde nationale ont été tués et 3 autres blessés lorsque leurs voitures ont été attaquées ce dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l'Algérie, dans le secteur de Ain Sultan, dans la province de Djendouba. Selon le porte-parole de la Garde nationale, le colonel Oussemeddine Djebabli, les 3 policiers blessés transférés à l'hôpital militaire de Tunis étaient dans un état stable ce lundi matin. Le ministre de l'Intérieur a pour sa part précisé que les opérations de recherche menées avec l'appui de l'armée se poursuivaient ce lundi, mais aucune arrestation n'a eu lieu. Cette attaque risque d'accentuer la crise politique profonde que traverse la Tunisie, où le Premier ministre Youssef Chaeb, qui a récemment limogé son ministre de l'Intérieur, fait face à une offensive venue de son propre camp.
Défi du PNDS et enjeux sécuritaires, quelle contribution de la diplomatie burkinabé? C'est sous ce thème que les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso se sont retrouvés à Ouagadougou. Pendant 48 heures, les ambassadeurs et consuls généraux ont eu droit à des communications sur, entre autres, l'état de la mobilisation des ressources de la mise en œuvre du PNDS, le rôle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PNDS, la situation sécuritaire au Burkina Faso et l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Le programme d'urgence pour le Sahel. Au menu des travaux également, il a été question de la gestion et du contrôle de l'état civil dans les missions diplomatiques et post-consulaires, la sécurisation des visas et des documents d'identification dans les missions diplomatiques et post-consulaires, l'orientation de l'action diplomatique pour le renforcement de la diplomatie burkinabé, la rationalisation des dépenses dans les missions diplomatiques. Pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, la conférence des ambassadeurs et consuls généraux est une opportunité pour les diplomates burkinabés de se ressourcer aux grands objectifs diplomatiques, économiques, sécuritaires et dans bien d'autres domaines. Le président du Faso a rappelé à tous que l'objectif final, c'est de relancer l'économie du pays, d'une part, mais aussi de travailler au rayonnement international du Burkina Faso. La journée de lundi, émaillée de quelques incidents à Conakry entre manifestants et forces de l'ordre, a été paralysée par une grève contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Le mouvement, déclenché pour une journée la semaine dernière par l'intersyndicale CNTG-USTG, a été reconduit pour 3 jours cette fois-ci, c'est-à-dire de lundi à mercredi. Aucun véhicule de transport en commun n'a quitté les gares routières de la capitale et les taxis collectifs urbains n'avaient circulé la journée de lundi. Les syndicats des transporteurs ont posté des jeunes sur les grands axes, notamment le boulevard Le Prince et l'autoroute Fidel Castro, pour imposer le blocage de la circulation. Un témoin a vu au moins un taxi incendié par des jeunes manifestants qui ont affronté les forces de l'ordre à Kisosso, banlieue sud de Conakry, à coups de pierre. Les forces de l'ordre casquées et munies de matraques ont riposté en tirant quelques grenades lacrymogènes sans parvenir à éloigner les manifestants. Le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly, pour justifier l'augmentation du prix du carburant à la pompe, entrée en vigueur le 1er juillet, a expliqué que c'est la flambée du cours du baril à l'international qui a entraîné pour les pays importateurs un renchérissement du coût. La police zimbabwéenne s'est réjouie du calme qui règne dans le pays à 3 semaines des élections générales. Elle a fait état de nettement moins d'incidents violents liés à la campagne que lors des précédentes élections de l'ère Robert Mugabe. C'était également une occasion pour la police d'exhorter tous les partis politiques, les candidats et leurs partisans à observer la paix et l'état de droit durant toute la période de campagne. Alors que la nation se prépare aux élections prévues pour le 30 juillet 2018, la police de la République du Zimbabwe exhorte tous les partis politiques, les candidats et leurs partisans à observer la paix et l'état de droit pendant la période de campagne. La police a par ailleurs assuré avoir traité plus de cas de violence entre membres d'un même parti que d'incidents opposant des mouvements politiques rivaux. Elle assure avoir réussi à arrêter 95% des auteurs de ces violences. Nous avons également reçu des rapports de partisans rivaux qui forcent leurs rivaux à enlever les insignes de parti qu'ils portent ou même les forcent à porter les insignes de leur parti contre leur consentement. La police est en état d'alerte et s'occupera de quiconque s'engage dans une forme quelconque de fraude électorale sans crainte ni faveur. La campagne en cours a cependant été marquée par un attentat fin juin à Bulawayo lors d'un meeting électoral du président Emmerson Mnangagwa. Le chef de l'État en est sorti indemne, mais 2 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées.
Les prisonniers politiques sont toujours incarcérés, et ce malgré le décret pris par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema le 4 juillet dernier. La loi en question prévoit l'amnistie totale pour les prisonniers politiques. Un texte qui, selon Gabriel Nse-Obiang, leader du Parti citoyen pour l'innovation, n'est pas mis en application par le gouvernement. L'opposant affirme qu'une trentaine de militants de ce parti, toujours emprisonnés, attendent encore leur libération et demandent une explication au gouvernement. Le président Teodoro Obiang Nguema avait décrété à la surprise générale le 4 juillet dernier une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. La mesure a été prise par le chef de l'État avant un dialogue national qu'il a lui-même convoqué du 16 au 21 juillet avant de permettre une large participation de tous les acteurs politiques à cette rencontre. L'amnistie était l'une des principales conditions posées par l'opposition et la diaspora pour prendre part à ce dialogue national. En février, l'Union européenne s'était inquiétée de la forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale, petit pays pétrolier d'Afrique centrale, dirigé par Teodoro Obiang Nguema depuis 1979. Le procès qui s'est tenu sous haute surveillance des forces de l'ordre postées tout autour et à l'intérieur du palais de justice a duré près de 15 heures d'horloge. La mobilisation des citoyens, acteurs de la société civile et politique était aussi grande. Dans la salle d'audience, les débats ont été courtois mais souvent houleux lorsque pendant plus de 2 heures de temps, l'un des accusés, Nou Arzika, a battu en brèche toutes les accusations dont ils font l'objet et dit tout ce qu'il pense du régime du président Issoufou Mahamadou qu'il qualifie de dictatorial. Au terme de son réquisitoire, le procureur a requis 3 ans de prison ferme et 100 000 francs d'amende pour les 3 leaders, un an de prison ferme avec 100 000 francs d'amende pour une vingtaine de prévenus et 2 relax. L'un des avocats des acteurs de la société civile, Maître Boudal Mouloul et Fred, pense que le juge dira le droit en relaxant leurs clients lors du délibéré du 24 juillet prochain. Ce procès a un objectif politique assigné au pouvoir judiciaire. C'est au pouvoir judiciaire de porter haut la fierté d'être magistrat. Nous avons fait notre part de l'histoire. Il appartient au juge de l'audience de faire sa part de l'audience en âme et conscience et conformément aux dispositions de l'article 118 de la Constitution qui dit que les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. C'est difficile de résister, mais nous avons appelé les magistrats à résister et je pense que nous n'avons pas de bonnes raisons de douter de l'intégrité de nos magistrats. Pendant tout le temps qu'a duré le procès, les citoyens étaient mobilisés devant le tribunal dont l'accès a été interdit faute d'espace à l'intérieur. Ils croient en la justice et à la relaxe de leurs camarades, à moins qu'ils ne soient des otages du régime de Niamey, comme le souligne Moukela Alidou, acteur de la société civile. Nous souhaitons quand même que le droit puisse être dit. Nous avons voulu, en tout cas c'était ça notre souhait, que le juge puisse prendre son courage à main pour délibérer sur le siège. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Nous allons nous plier à sa décision qui nous renvoie au 24 et Inch'Allah, le 24 nous serons là. Et nous allons demander également à la population de Niamey de se mobiliser, de se présenter comme aujourd'hui. Le 24, nous allons venir en tout cas prendre le sort par rapport en tout cas à ces différents judiciaires qui nous lient, nous société civile, j'allais dire nous peuple nigérien, avec le régime dictatorial de Issoufou Mahamadou. Devant le parquet, les accusés qui sont passés à la barre ont tous réaffirmé leur détermination à poursuivre la lutte, quel qu'en soit le verdict. Pour eux, ce n'est plus une question de loi de finances, mais plutôt de la sauvegarde des acquis démocratiques. Duduzane Zuma, fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, a brièvement comparu devant un tribunal de Johannesburg pour un accident de la circulation dans lequel il est impliqué. Il est accusé d'avoir provoqué en 2014 la mort de Pumzile Dube, tué au moment de la collision dans le quartier UP de Sandton à Johannesburg entre sa Porsche et le minibus dans lequel la Sud-Africaine circulait. Une autre passagère a également succombé à ses blessures 3 mois après l'accident. Au tribunal ce jeudi, il a été inculpé d'homicide pour avoir causé la mort accidentelle de ces 2 personnes au volant de sa voiture. Il s'agit là de la 2e inculpation cette semaine pour le jeune homme de 34 ans. Lundi dernier, il avait déjà été accusé de corruption dans un des nombreux scandales liés à la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta. Mais il avait été remis en liberté sous strict contrôle judiciaire et en échange d'une caution de 6 500 €.
Le parquet avait dans un premier temps renoncé à poursuivre Duduzane Zouma, mais sous la pression de l'organisation AfriForum, il a décidé de revoir sa position. La prochaine audience dans cette affaire a été fixée au 23 août prochain.